Bonsoir, bienvenue à une émission tout à fait originale de la pensée et les hommes sur une question qui anime beaucoup de débats depuis la période du carnaval surtout, le folklore en temps de crise, entre finalement la désespérance des personnes et l'espoir de reprendre un jour nos activités normales dans l'année qui vient. Nous sommes en direct du musée international du carnaval et du masque à Binche, et c'est un très grand honneur pour la pensée les hommes de se trouver ici. Je suis très bien entouré tout d'abord par notre député bourgmestre Laurent Devin. Je le remercie vraiment d'avoir distrait son temps qui est précieux pour être parmi nous et venir parler d'une ville qu'il aime entre toutes. Un plaisir. Je suis très heureux aussi d'être en compagnie de Clémence Mathieu, qui est la conservatrice, directrice et conservatrice du musée, qui déjà a beaucoup travaillé avec la pensée et les hommes pour des émissions à venir et qui véritablement nous a fait découvrir cet univers absolument fascinant. Nous avons aussi parmi nous Frédéric Ancion, alors qui se dépeint très modestement comme auteur et historien local. Alors je le rassure tout de suite, il est plus que bienvenu sur ce plateau. Il n'y a pas de conseil de l'ordre des historiens, pas plus que des philosophes dont je fais partie, et un historien qui produit d'aussi beaux livres que celui-ci, Paroles de Gilles, ne dit rien de local, puisque, que je sache, Binche, son carnaval, c'est mondial aujourd'hui. Nous avons aussi parmi nous, Manuela Valentino, conservatrice des patrimoines UNESCO, pôle muséal de Mons. Bienvenue parmi nous. Vous allez pouvoir nous éclairer sur l'importance aujourd'hui de ce patrimoine vivant, ce patrimoine immatériel qui, dans le Hainaut notamment, revêt une dimension internationale. Je vous en prie. Et bien sûr, nous avons Laurent Dubuisson, directeur et conservateur du musée des Géants d'Ath. Nous sommes très contents de l'avoir avec nous, en espérant aussi qu'un jour nous ferons une émission en direct de Ath, bien évidemment. C'est une autre partie de notre patrimoine que nous allons aborder aujourd'hui. On n'hésitera pas aussi à parler un peu du doudou, parce que quand même dans la région, Binche, le carnaval bien sûr et le Gilles, le doudou, le géant, c'est véritablement le nerf, le nœud de ce patrimoine culturel inuit. Alors, une première question que je voudrais vous poser, peut-être à notre député bourgmestre ou bien à notre conservatrice. On sait qu'il n'y a pas vraiment de certitude quant aux origines réelles du carnaval de Binche. On parle plutôt d'une origine historico-symbolique, ça fait un peu pompeux, mais enfin bon, c'est-à-dire il y a une origine un peu mythique. Mais qu'en pensez-vous et à votre avis, de quand date ce carnaval ? Vous vous tournez vers moi. Donc... Je me tourne vers la conservatrice, là, un petit peu. Hein. Oui, eh bien, si je peux prendre la parole, et puis je laisserai le député bourgmestre répondre pour sa part. En effet, le carnaval de Binche est aussi ancien que la cité, dit-on. Donc, c'est un carnaval qui montre bien ses origines païennes, rurale et symbolique de célébration de cycle des saisons, donc de fin de l'hiver, début du printemps. Depuis tout temps, on dit que le Gilles martèle le sol de sa cité de ses sabots, fait aller son apertinta et sa ceinture de cloche. Et donc, en effet, c'est au niveau de l'identité binchoise, en tout cas, on peut bien dire que le carnaval de Binche est fortement symbolique et fortement ancien. Première attestation, 11e siècle, je pense. 14e siècle. Donc, 14e siècle. 1394, la première attestation dans les archives communales, où l'on mentionne la commande de chandelles pour la nuit des Caresmio. Voilà, donc c'est la plus ancienne mention d'un carnaval à Binche, mais comme je vous dis, on imagine qu'il date encore d'avant ça. On est en 1394 pour les chandelles, on est en 1396 quand les édiles communaux binchois sont à court de bière. Et donc, ils demandent à un valet de se rendre dans la ville de Beaumont, parce qu'après le dimanche, la première célébration des fêtes de l'époque, il n'y a déjà plus rien à boire dans les tavernes binchoises. Et la première fois que l'on mentionne le terme Gilles, c'est un nommé Gaillard. Il est écrit dans les archives communales que la police a dû arrêter un certain Gaillard qui s'esbaudissait en costume de Gilles
On remonte là à quelques siècles. Vous êtes toujours obligé maintenant, comme autorité communale, d'arrêter les gaillards qui circulent dans Binche? Des gaillards, il y en a beaucoup à Binche. Il y en a beaucoup à Binche, mais depuis lors, nous faisons les provisions nécessaires pour que l'on puisse s'esbaudir à Binche pendant les jours. Magnifique. Une question qui vient à l'esprit quand même, c'est le fait d'être un Gilles. Alors bien sûr, vu de l'extérieur, on a une image du folklore, etc. On compare avec d'autres carnavals qu'on connaît un peu partout. Mais qu'est-ce que ça représente exactement dans l'esprit d'un habitant de Binche, de quelqu'un qui participe à ces sociétés, je crois qu'on appelle folkloriques? Société carnavalesque, oui, mais disons que c'est perpétuer un rite, c'est perpétuer une tradition. Et finalement, dans toute famille binchoise, vous aurez un Gilles, systématiquement. Et on le prend aussi comme un devoir de perpétuer cette tradition que nos ancêtres nous ont léguée. Et donc, c'est finalement un rite annuel qui tombe effectivement pour marquer la saison, le passage de l'hiver à l'été. Et je crois que c'est un devoir. C'est une chance, mais c'est aussi un devoir de perpétuer cette tradition. Cela va au-delà, évidemment, que l'aspect individuel où, c'est vrai, vous ne pouvez pas rentrer dans une maison à Binche sans voir une photo d'un Gilles, du père, du grand-père, du fils, même de l'arrière-grand-père, les générations tout ensemble réunies. Pour la ville de Binche, c'est une communauté. C'est une communauté de fraternité. Et les Gilles se rassemblent tous les mois en comité, participent aux mêmes activités. Il ne nous a pas échappé qu'il y avait une présence de cafés plus nombreuse à Binche qu'ailleurs par rapport à une même taille de ville. Pourquoi? Ce sont des locaux de société. Un Gilles va prendre un verre dans son local de société. Frédéric, qui est président de la Société des Récalcitrants, à Réunion tous les mois au Central. Mais sa société, comme toutes les autres sociétés, organise une marche, organise une visite de musée. Lorsqu'on a inauguré ici le nouveau centre d'interprétation, toutes les sociétés se sont rendues visiter le musée. C'est très important. Ce sont des familles ensemble. Ce sont des amitiés nouées. Je veux dire, rien de tel que connaître tous les gens de sa société. Ce sont des sociétaires. Il y a là de la fraternité. On n'est jamais seul au sein d'une société. Et donc, toute l'année, à Binche, est marquée par le rite du carnaval. Ce ne sont pas que les jours gras. Quand le dernier jour de carnaval, quand le mardi gras est terminé, on prépare déjà le suivant. On n'a pas vécu le carnaval cette année-ci, mais on le vit chaque jour, on prépare déjà le prochain. Ah, mais c'est la raison pour laquelle la Pensée des Hommes trouvait très intéressant de faire une émission ici, c'est que précisément cette année-ci, il y a une souffrance, à Binche certainement, dans d'autres grandes cités carnavalesques également, et parce que je pense, comme vous le dites, que ça dépasse très largement l'horizon de faire la fête 2 ou 3 jours à un moment donné dans l'année. C'est pas ça qui est l'enjeu véritable. Je dirais même dans ce que vous nous avez dit comme historien, il y a une certaine gravité dans l'affaire. C'est festif, mais en même temps, il y a une gravité. Il y a aussi ce sentiment d'appartenance à une collectivité. Donc, Laurent disait cette fraternité, c'est un partage, c'est un moment de partage, ce sont des moments solennels que l'on partage en famille, mais que l'on partage aussi avec ses proches. Et donc, c'est vraiment un rituel que l'on aime à perpétuer. On dit toujours que le jeune Binchois sait danser avant de marcher. Il apprend à danser avant de marcher, et puis finalement, quand dans le ventre de sa maman, il entend déjà les airs de Gilles. Quand ce sont des rites, quand vous recevez votre médaille des autorités communales à l'hôtel de ville, j'ai pu le vivre comme Frédéric a pu le vivre, c'est votre vie qui repasse. C'est l'histoire de votre famille, c'est l'histoire de votre société. Ce sont des personnes qui vous manquent cruellement parce qu'elles ne sont plus de ce monde. C'est aussi un témoin que l'on cède comme un Ramon à son fils, qui va perpétuer la tradition familiale. J'étais Gilles avec mon papa, j'étais Gilles avec mon fils. On se cède ce témoin, ce Ramon, c'est très important. Et ce qui me frappe très fort, moi qui ne suis pas familier de cette vie folklorique, notamment binchoise, c'est quand je vois toutes les représentations qui nous entourent ici. On voit très bien comment le corps des Gilles fait un. Le personnage est masqué. Le personnage est semblable à son voisin. Il devient égal par rapport à son voisin. Et dans la danse, j'imagine, dans la répétition des sons, il y a même une sorte de transe, qui n'est certes pas une transe comme on l'imagine dans certains autres rites, dans des sociétés religieuses, mais qui crée finalement cette unité dont vous parliez. Et ça me semble
assez fort. Alors je me tourne vers peut-être les représentants d'autres traditions. Est-ce que c'est la même chose, par exemple, à Ath pour les géants? C'est toujours assez étonnant d'entendre des partages comme ça d'autres fêtes, parce que voilà, d'un côté, on la vit de manière très profonde, mais on se rend compte qu'on la vit de la même manière. Et donc, c'est vrai que d'abord, il y a des origines qui sont lointaines. Les géants d'Ath, ça remonte également au fin fond du Moyen-Âge. Hein. On a vraiment une documentation très précise où on sait, on a les comptes de fabrication des premiers géants, presque clou par clou. On sait quand ils sont apparus. On voit apparaître très rapidement un rituel à Ath qui est assez incroyable, qui est le combat du géant Goliath contre le berger David. Un combat qu'on retrouve à Mons d'ailleurs, avec le doudou, un autre type de combat. Mais... Et c'est là, dans ces moments où, quand vous regardez la foule, que vous apercevez les larmes qui coulent des yeux, ce côté complètement, je dirais, un peu irrationnel. C'est le même élément qu'on voit dans les familles. Hein. Vous ouvrez une maison à Ath et vous allez voir un géant qui est en portrait en photo à côté du grand-père ou des enfants. Donc c'est vraiment des choses qui sont vécues de manière intime et avec beaucoup de ferveur. Alors, on est dans un débat où finalement il y a aussi une dimension d'un patrimoine immatériel. Alors vous êtes vraiment la spécialiste en la matière, vous connaissez ça très bien sur le plan maintenant international. Alors au début, les gens sourient un peu, patrimoine immatériel de l'humanité, à Binche, dans l'imaginaire de quelques-uns. Est-ce que c'est un patrimoine immatériel que de boire quelques bières? Et puis on découvre ici, non, rien à voir avec cela, même si apparemment les premières mentions s'en rapprochent. Notre bourgmestre a quand même ramené les choses un petit peu à leur dimension festive. Alors pour vous, comment est-ce que vous caractériseriez ce patrimoine immatériel de l'humanité, au fond, qui se joue au travers de ces traditions folkloriques? Alors, ça n'a jamais été évident, parce que l'UNESCO même a mis des années pour que cette convention du patrimoine immatériel puisse sortir en 2003, et justement la nécessité aussi de préserver forcément ce type de patrimoine qui peut être beaucoup plus fragile que d'autres types de patrimoine était vraiment au cœur des réflexions. Et comme on le disait, finalement, même si ça se joue différemment, on a beaucoup de points communs entre tous ces patrimoines, bien sûr, en Hainaut, mais au-delà, et c'est ça qu'on va retrouver finalement dans cette liste du patrimoine immatériel en 2003, c'est toutes ces valeurs qui sont propres aussi à l'UNESCO. Ce sont ces critères que l'on va retrouver dans chaque patrimoine. On parlait tout à l'heure de la transmission, qui est un point fort, important, forcément, pour l'UNESCO. L'organisation aussi de ces manifestations, où partout on va retrouver des milliers de personnes qui vont se structurer autour finalement d'une manifestation qui est un point d'ordre du vivre ensemble, j'ai envie de dire. Après, évidemment, ça peut prendre différentes formes. On parle d'art culinaire, on parle de carnaval, on parle d'art du spectacle, on parle d'une quantité de choses, mais il va falloir qu'on retrouve objectivement ces critères. Et c'est ça qui est passionnant, c'est finalement de se dire, comme vous disiez, pourquoi Binche est à l'UNESCO. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est de voir que ces valeurs sont centrales et sont propres à l'humanité, et qu'il faut pouvoir à la fois les lister, c'est la base de cette convention, c'est de créer un inventaire international finalement, et de pouvoir lister tous ces patrimoines, mais aussi pouvoir évidemment sensibiliser pour que ces patrimoines soient préservés sur le long terme, bien évidemment. Et donc, comme ici à Binche, on a aussi des musées, ce qui n'est pas le cas pour tous les patrimoines immatériels, évidemment, mais les musées vont aussi s'inscrire dans cette dynamique de conserver, préserver ce patrimoine immatériel toute l'année. Alors, du point de vue un peu concret, ça veut dire qu'il y a aussi des échanges entre les régions et entre les personnes? Par exemple, quand le carnaval a lieu à Binche, puisqu'on est à Binche, on parle de Binche, mais quand les géants déambulent à Ath, et peut-être dans d'autres villes de Belgique également, enfin les Macrales de Vielsalm, les Blancs-Moussis de Stavelot, que sais-je encore, les Haguettes à Malmedy. Est-ce qu'il y a un échange entre les villes ou les régions qui sont reconnues comme faisant partie du patrimoine immatériel? Alors bien sûr, il y a des échanges entre toutes les villes. Après, c'est un peu du cas par cas aussi, en fonction des détenteurs de ces patrimoines. Je suis venue l'année dernière à Binche, j'ai vu beaucoup de villes, en tout cas belges, qui avaient des carnavals qui étaient présents ici, ou du patrimoine. Mais ça va évidemment au-delà aussi. Donc, ce n'est pas uniquement, évidemment, fort heureusement, que sur le Hainaut ou sur la Belgique. L'intérêt, justement, c'est ces valeurs universelles, c'est de pouvoir échanger et de pouvoir préserver ces patrimoines. À Mons, alors le doudou, vous connaissez bien,
vous pouvez directement jeter un pont entre ces traditions, même chose. Tout à fait, puisqu'en fait, c'est vraiment aussi un patrimoine qui tire ses origines en plein Moyen-Âge, qui va évoluer évidemment au fur et à mesure des temps, parce que chez nous, en tout cas, on parle plus de folklore, qui est une version, on va dire, plutôt fermée d'un patrimoine, mais plutôt d'un patrimoine immatériel qui est en constante évolution. Donc, jusqu'aux années 70, en tout cas, ça a été assez compliqué à Mons, le début du XXe siècle, avec la préservation justement de ce patrimoine, et le doudou était, pour ainsi dire, menacé, la manifestation était devenue violente, et puis fin des années 70, eh bien, la ville, avec différentes personnes, dont Georges Ratler, qui avait d'ailleurs une formation de philosophe, ont retravaillé un scénario qui va faire que la manifestation finalement sera reconnue par l'UNESCO en 2005. Donc finalement, oui, il y a des points communs, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la transmission, c'est l'organisation, c'est la vision démocratique aussi de la représentation de la société au travers de ces patrimoines, parce que c'est peut-être un deuxième niveau de lecture, mais c'est un niveau qui est important aujourd'hui, plus que jamais dans la crise dans laquelle nous sommes. Nous voyons que ces patrimoines ont vraiment une place. On parlera après du rôle des femmes, par exemple. C'est tout un débat. Donc voilà, je pense vraiment que le patrimoine immatériel partage en tout cas tous ces critères et ces valeurs entre les différentes villes que nous présentons. Puisque vous jetez à la mer cette bouteille, alors, non, la question des femmes. Alors ça, c'est terrible, parce que une femme ne peut pas être Gilles. Alors aujourd'hui, comment est-ce que les grandes confréries expliquent cela dans un monde où il y a beaucoup de sensibilité concernant l'égalité homme-femme? Est-ce que ça fait problème? Est-ce qu'il y a des femmes qui revendiquent maintenant le droit d'être Gilles et qui vont de l'avant en ces matières-là? Est-ce qu'en fait c'est une question qui n'a pas de sens parce qu'on serait davantage dans une logique de complémentarité que dans une logique d'égalité? Quelles seraient vos réactions? C'est la question qui fâche, évidemment. On a eu le Canon, puisqu'il y a quelques années, il y a eu une revendication d'avoir un Saint-Georges qui soit une fille. Donc, la question était... Rien sur le dragon. Sur le dragon aussi. Parce qu'il y a toujours un débat qui date des années déjà 1920 de savoir si le dragon est une femme ou un homme. Voilà, c'est plutôt de sexe masculin, de sexe féminin. Il y a quelques années, on a eu quelques Montois qui se sont aventurés à créer une dragonne, qui a été exposée pendant plusieurs jours dans le centre-ville. Donc on supposait là que c'était une copine ou que sais-je du dragon. Mais en tout cas, oui, ce débat-là est central parce que tout ce qui est patrimoine, en tout cas immatériel, et à Mons, c'est plus clair, est représentatif de la société. Donc les femmes sont rentrées dans l'arène en 2000, ce qui était quand même assez tardif. Maintenant, bien sûr, elles sont représentées aussi au travers de la procession, au travers de l'organisation. Il n'y a pas que dans le cercle du combat qu'on retrouve des femmes, heureusement, autour de la corde aussi, puisqu'on a des femmes maintenant qui sont autour de la corde qui tiennent bon, fort heureusement. Mais c'est un débat qui est compliqué, mais c'est aussi compliqué que le débat des femmes dans la société. Oui, ça vient en reflet, finalement. Évidemment, c'est le reflet. Évidemment qu'on doit aller plus loin et que le patrimoine immatériel, en tout cas, personnellement, je trouve, devrait montrer l'exemple. Mais je pense que ce problème sera résolu quand la place de la femme dans la société le sera. Or, ça n'est pas encore vraisemblablement le cas. Alors, monsieur le bourgmestre, vous êtes un peu le détenteur comme de la tradition aussi. Comment est-ce que vous voyez ça? Mais je trouve que parler de la question des femmes dans une émission qui s'appelle La pensée et les hommes... on nous a déjà dit qu'on devait dire l'humain. C'est très interpellant, évidemment. Donc, effectivement, chaque année, on nous pose la question, mais pourquoi n'y a-t-il pas de femmes Gilles? Il y a des femmes dans le folklore binchois, tout d'abord, c'est une chose. Et c'est vrai que les traditions sont séculaires. On a commencé notre conversation par rapport à cela. Et il n'y avait pas cette place-là des femmes. Il y a une avancée significative au niveau sociologique. Je crois que Madame la directrice pourra en parler encore mieux que moi. Et la femme a sa place dans le folklore binchois. Elle joue un rôle essentiel. Par rapport à sa participation effective au folklore, il y a une avancée significative. Voici 3-4 ans, il y a une société qui s'est créée le lundi, une société uniquement de femmes. J'ai pu les recevoir à l'hôtel de ville, elles ont présenté leur projet, on en a parlé. Et c'est vrai que c'est pas simple. C'est pas simple, il a fallu en parler aux autres participants. On mesure qu'on touche un curseur qui remonte à une époque que nous ne pouvons même pas déterminer. Donc c'est très compliqué, évidemment. On parlait du
XIIe siècle. Imaginez le chemin parcouru depuis. Et donc, effectivement, on frappe à la porte avec cette question. Ici, la société s'est créée, elle sort le lundi gras. Vous avez, je crois, une opinion qui est très intéressante sur cette question-là et qui remonte certainement à très longtemps, c'est l'exposition de la femme lors des rites. Alors Oui. aujourd'hui, ça me semble un peu étrange quand on parle de ça, on dit avec quoi est-ce qu'ils viennent maintenant, hein, mais ces rites touchent aussi d'un certain point de vue au sacré. Oui. Il y a un certain danger par rapport au monde des esprits. Oui, tout à fait. Donc, en effet, pour rebondir aussi par rapport à ce que Manuela Valentino disait au sujet des échanges entre patrimoine immatériel, j'avais aussi envie d'ajouter que ces rituels, ces carnavals sont des rituels païens très anciens qui prennent finalement leur source aussi loin que l'Antiquité gréco-latine, au moins, si pas au-delà. Et donc, on est en fait en Europe face à une ère géographique, mais aussi culturelle. Donc, les carnavals, ce sont des rituels anciens européens qui ont ce fond culturel commun. Donc, il y a une Vous m'aviez fait communauté. observer d'ailleurs un jour qu'en Europe, pas de pays sans carnaval. Voilà, Ça, exactement. c'est extraordinaire. Ça. Et donc, il y a une communauté culturelle en Europe autour de ces carnavals qui nous permet évidemment d'échanger entre traditions carnavalesques des différentes régions, des différents pays, et aussi qui nous permettent de les rattacher à des rituels masqués, tout à fait identiques à ceux qu'on peut voir en Afrique, en Asie, en Amérique, où on a finalement une interférence avec des esprits supranaturels, quelque chose qui nous relie à notre inconscient collectif, qui a lieu aussi avec la refondation de la communauté, donc qui passe, on est dans un cycle de saison, Et de purification. passage de purification pour pouvoir mieux recommencer l'année par la suite. Et donc tous ces rituels, c'est pour ça que je voulais raccrocher au rituel universel, pour vous faire comprendre qu'à travers le monde entier, 99% des rituels masqués sont interprétés par des hommes. Alors pourquoi, vous me direz? Bien sûr parce qu'il y a une base de société patriarcale, pourrait-on répondre, mais aussi parce que finalement, quand on est dans cette logique de comprendre que le masque sert à interférer avec des esprits supranaturels, des ancêtres, parfois même des démons, ou qui incarnent ces esprits eux-mêmes, on comprend que la démarche est que c'est l'homme qui interprète ce rôle et qui prend ce rôle qui est un rôle dur, qui est un rôle chargé d'un sens qui peut être violent, agressif, dangereux, et que donc on veut d'un certain côté, je pense traditionnellement, protéger la femme de ce rôle difficile, et parce que la femme, elle, si on se met tout à fait vraiment dans cette logique ancestrale, elle est responsable de l'enfantement, de la prospérité de la communauté. Et donc, elle va prendre plutôt un rôle, comme disait monsieur le député bourgmestre, d'accompagnatrice, de porteuse, des instruments du rituel aussi. Et donc, elle a un rôle qui est indispensable, mais qui est plutôt complémentaire du masque en général. Et c'est comme ça, moi, que je comprends pourquoi et que j'explique pourquoi les carnavals sont encore aujourd'hui portés en majorité par les hommes. Parce que finalement, on a ici on fait face à ce socle rituel sacré très ancien qui est le fondement de notre société européenne. Alors les géants, ils n'ont pas ce problème. Moi, je suis d'une ville où il y a des géants. C'est Genappe. Alors, il y a une femme géant. Donc, vous échappez à cette difficulté. Sur le débat et l'évolution de la place des hommes et des femmes, on a la chance sur RAT, on l'a fêté notamment en 2015, d'avoir une géante, Madame Goliath, depuis 350 ans. Maintenant, je l'ai appelée Madame Goliath. Vous voyez qu'elle porte le nom de son mari, ce qui montre une émancipation qui n'est pas complète. Après, c'est assez intéressant dans du Casdat, on a deux personnages féminins, à savoir Madame Goliath, qui est un peu cette image de l'épouse dans ses rôles classiques. Et puis on a une autre géante qui s'appelle Mademoiselle Victoire, qui est une allégorie de la ville dans tout ce qu'elle a de force et de puissance. Il y a un côté aussi un peu sexy, elle a un bustier proéminent, etc. Tous les Atois en sont fans. Donc au niveau des géantes, c'est assez intéressant de voir qu'il y a un rôle qui est donné à la femme, en tout cas au niveau des géants depuis très très longtemps. Mais je reviendrai sur un élément qu'on a précisé tout à l'heure.
c'est cette logique, en tout cas, que le patrimoine immatériel doit refléter l'ensemble de la collectivité dans laquelle il s'inscrit. Donc, il faut chacun y trouve sa place. Et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir sur Ath une fête, un patrimoine immatériel où chaque frange de la société peut trouver sa place. Les enfants peuvent y participer, les plus anciens trouvent aussi leur place, à la fois au niveau des géants, mais à la fois au niveau de ce long cortège de plus d'1 millier de figurants. Un élément très important, c'est le rôle des fanfares, notamment tout le rôle de la musique dans la fête, mais qui fait aussi qu'une partie de la population peut y trouver sa place. Et puis au-delà, puisque on est tous là aussi pour relancer le débat, il y a des grands enjeux qui se présentent à nous. C'est notamment l'évolution de nos sociétés, l'évolution de nos plutôt petites villes ou villes de taille moyenne, avec une évolution de notre population, notamment tout le développement de l'aspect multiculturel, et donc aussi sur Ath, par exemple, et sans doute dans d'autres villes, il y a aussi un enjeu de ne pas avoir un patrimoine immatériel qui se racrapote sur des familles traditionnelles, mais qui a aussi la capacité de s'ouvrir vers d'autres, aux nouveaux habitants. On est sur une ville qui, par exemple, sur les 30 dernières années, est passée de 20 000 à 30 000 habitants. C'est 10 000 nouveaux habitants. Est-ce qu'on a la capacité de les intégrer dans la communauté athoise via son patrimoine matériel, via ses géants, via cette fête? Donc, il y a des enjeux qui sont très intéressants pour que cette fête, elle évolue en fonction de la population et de la communauté locale. Alors, je vais me tourner vers notre député bourgmestre. C'est un peu plus sérieux, mais nous vivons une crise qui n'est peut-être pas sans précédent, enfin comme une crise significative de l'époque contemporaine. Il y a déjà certainement eu des années sans carnaval à Binge. C'est pas la première fois. Les seules années sans carnaval à Binge étaient les années de guerre 14-18 et 40-45. Donc ma génération, comme d'autres générations, n'ont jamais connu ce que l'on a malheureusement dû connaître cette année-ci. Donc nous n'avions jamais connu ça de notre vivant. Et je vais vous le dire, je n'aurais jamais pensé un jour ne pas vivre le carnaval. C'est quelque chose que, rationnellement, j'ai eu du mal à accepter. Rationnellement, accepter qu'il n'y ait pas de carnaval, j'ai presque envie de vous dire que j'ai cru jusqu'au bout, ce qui n'est pas vrai, mais... Le fait que vous nous renvoyez aux années de guerre indique bien le côté très particulier de ce qui s'est passé cette année-ci. Et de ce que l'on m'a dit, ce ne sont pas les Allemands qui avaient interdit le carnaval. Les Binchois eux-mêmes avaient décidé de ne pas faire carnaval. Comment faire carnaval en temps de guerre? Alors que les Binchois qui étaient dans les stalags en Allemagne se sont fait porter des cartons, des plumes en papier pour réaliser un petit cortège, un petit air de carnaval au sein de leur stalag. Donc, on bien sûr la portée symbolique importante en la matière. Mais non, on n'avait jamais connu ça et on ne pensait jamais connaître cela. Donc pour les plus jeunes, le stalag, le lieu où les prisonniers de guerre se trouvaient pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc on peut parler, je pense, sans excès, d'une réelle souffrance de la population par rapport à ce manque de carnaval. Alors je ferai attention, donc dans la souffrance, je connais des gens qui ont souffert du Covid, je connais des gens qui ont souffert de la perte d'être cher, je sais des gens malades, ils souffrent. À Binge, ça a été un sentiment d'une tristesse infinie, mêlée à de la mélancolie. C'était, pendant les jours gras, j'ai ressenti, je ne sais pas toi Frédéric, de l'hébétude. On a comme un rituel, chaque jour, quand c'était la soumonce en batterie, la soumonce en musique, on savait tout ce qu'on faisait à ce moment-là. Dans nos réunions de famille, on ne pouvait pas se voir en famille, on ne pouvait pas manger en famille, on ne pouvait pas inviter nos amis. Nous étions seuls, reliés par la tristesse infinie. Vraiment, c'était difficile à le décrire, mais je me souviens très bien de la sensation que j'ai eue en arrivant devant l'hôtel de ville ce jour-là, avec cet hôtel de ville où des sabots figuraient des gilets qui venaient, comme on nous demande. J'ai pleuré ce jour-là. C'était une tristesse infinie. On ne parvenait pas à comprendre pourquoi on nous faisait vivre cela, vraiment. Et on se projette déjà à plus tard, et je vous le dis, on regarde évidemment les chiffres chaque jour. En tant que bourgmestre, je reçois les chiffres chaque jour, je regarde cela, et la question que me posent le plus les gens, c'est pas de savoir si on va faire les fêtes de la musique ou les fêtes de septembre, c'est, mais l'année prochaine, on va faire carnaval quand même. C'est ça la question.
C'est ça la vraie question à Binge. On est déjà à l'année prochaine. Et je me suis dit, tiens, c'est le 1er mars, c'est plus tard que d'habitude, on a plus de chance, on calcule déjà. Et je sais que la première question qui va revenir à la sortie de la période de vacances scolaires, la première réunion des journalistes, de la population d'achat, c'est alors on fait carnaval cette année-ci, il faut se décider. Il faut se décider jusqu'au moment où on dit qu'on l'annule. Là, on dit, on aurait pu prendre encore un peu de temps, hein, voilà. Et donc, c'est une question, alors je vais employer le terme essentiel pour les Binchoises et les Binchois. Est-ce qu'on va faire carnaval? Ça, oui, on le vit tous les jours, mais c'est un accomplissement qui ne se réalise pas. Et je vais vous le dire, c'est comme un acte manqué. Ça ne va pas. Une année sans carnaval, ça ne va pas. Et est-ce que vous pensez que le fait qu'une année, pour certaines villes, ça a même été 2 années, sans ces manifestations qu'on va qualifier de folkloriques pour ne pas ramener tout uniquement au carnaval, ça risque de modifier en profondeur, ou du moins modifier la pratique même du carnaval, ou la pratique même de ces rites? Alors, pour Binge, il y a 2 choses. Je pense qu'il va avoir un enthousiasme extraordinaire. Mais en vous entendant parler, on sent déjà l'enthousiasme qui monte. Hein. Je peux vous dire, Monsieur le Président, on est déjà prêt. Hein. On nous dit que voilà, on est déjà prêt. Attention, avec la modification des conditions, il y a tout un travail qui a été fait par la ville en relation avec les sociétés. Mais ça, Frédéric peut en parler certainement mieux que moi. Mais on a posé des questions. Est-ce que l'on peut modifier notre tradition? Alors, sur certaines questions, au lieu de faire 2 sous-mons, on peut en faire une et on le fait tout le monde en même temps. Si cette condition-là devait être requise, mais bouger au Mardi Gras d'un jour, d'une heure, non, c'est le Mardi Gras. Et donc, nous sommes viscéralement attachés à nos traditions. Pour ce qui est des aménagements possibles, alors là, Monsieur le Président. C'est compliqué. Je veux dire que le carnaval de Binge, comme le Doudou, les géants en date, c'est un folklore, c'est un esprit festif aussi. Et il ne faut pas perdre de vue, c'est un peu la fête à l'envers. On bouleverse les codes. Et le faire à moitié, je dirais, c'est pas possible. Ça doit être un exutoire, ça doit être un échappatoire. C'est un échappatoire à la vie de tous les jours, évidemment, et c'est un moment de liesse populaire. Donc, vivre un carnaval à moitié, vivre un doudou à moitié, je crois que c'est impossible, c'est inenvisageable. Il faut justement il faut le cadre de la Grand-Place de Mons pour le doudou, il faut le cadre de la Grand-Place de Binge pour moi, il faut être un pour les géants, on ne pourrait même pas dire qu'on va le déplacer non plus, et on ne peut pas le déplacer dans le temps, parce que le Mardi Gras est vraiment sacré ici aussi, c'est vrai, mais le faire à moitié, je dirais, c'est pas possible. Ça, on en a tous parlé ensemble, on a fait des réunions avec le député bourgmestre, avec les autres présidents de société, je crois que c'était unanime. C'était inconcevable de se priver, de cet aspect festif, pardon, et de cette liesse populaire de tout un public présent aussi, avec qui on partage. Donc, je sens quand même que votre enthousiasme à tous est vraiment intact. Alors, je suis en train de me demander finalement, on est ici dans un musée. J'ai vu un peu partout dans Binge, et c'est assez, je trouve, subtil. On peut venir ici pour vivre le carnaval autrement, et j'entends que cet autrement est difficile. Alors, quelle est la place du musée dans cette affaire de carnaval postposé? Peut-être même question d'ailleurs pour Ath, même question pour Mons. Est-ce que brusquement, un lieu comme celui-ci a été investi d'une autre dimension symbolique? Oui, vraiment, on peut le dire. Il a été investi différemment cette année. En fait, on a pris déjà le choix d'améliorer en fait la section permanente ici dédiée au Carnaval de Binge, qui est un centre d'interprétation. Donc, à la base, il est conçu comme une section avec une approche plutôt immersive, donc des éléments à toucher, à sentir. C'est très interactif. Hein. Pour voilà. Ceux qui nous écoutent, je vous invite vraiment à venir visiter ce musée. C'est
C'est assez étonnant, mais là aussi, qui dit interactivité, dit une série de limites que vous avez dû imposer, bien sûr, pour Voilà. le moment. Et donc, on a rajouté des installations en réalité virtuelle et augmentée cette année pour pouvoir permettre au public de se plonger autrement, justement, dans le carnaval et d'avoir finalement sa petite dose de carnaval. Et on a vu énormément de Binchois qui sont venus au musée parce qu'ils étaient en manque de carnaval et ils avaient envie de voir quelque chose, de sentir quelque chose, de percevoir l'atmosphère du carnaval. Et alors, ce qu'on a imaginé aussi, c'est de faire venir au musée les acteurs du carnaval. Donc, on a fait venir pendant des week-ends thématiques des Soumons, c'est des week-ends qui sont normalement les préparatifs du carnaval, des musiciens, des artisans, donc qui font les louageurs, qui font les costumes, les personnes qui font les masques, les personnes qui font les sabots. Donc, on a vu au musée tous ces week-ends animés par les acteurs qui normalement sont occupés aux préparatifs et qui ont pu faire part de leur amour, de leur savoir-faire au public. Et c'était vraiment une très belle rencontre parce que le public était enchanté de pouvoir comprendre comment les costumes se font à Binche, comment tout se fait. Donc, tout est encore fait de A à Z à Binche, hein. Même les tambours, la viole, le chapeau, le masque, les sabots, le costume, tout. Donc, il y a à Binche encore cette préservation et cette transmission du savoir-faire qui est extraordinaire. Et aussi, bien sûr, dans les musiques. Donc, les musiciens du carnaval qui, chaque année, font vivre le carnaval et qui transmettent ces airs de carnaval de génération en génération. Et donc, c'est vrai que c'était très, très beau aussi de pouvoir se réinventer, d'avoir cette possibilité finalement en tant qu'institution muséale de se réinventer face à la situation sanitaire et puis de voir le public qui répondait présent. Et donc autant Binchois, comme je vous disais, que non Binchois qui sont venus découvrir aussi le carnaval ici au musée. Et pour Ath, même chose? Oui. Cette pandémie, c'est compliqué hein, par rapport à ce patrimoine immatériel. On l'a dit un peu tout à l'heure. Ce patrimoine immatériel, ce qui est incroyable, c'est ce qu'on ne voit pas. Et ce qu'on ne voit pas dans ces fêtes, c'est la convivialité, c'est le fait de se rassembler. Et cette pandémie, elle nous enlève tout ça. À un moment, tous ces moments de rassemblement, on ne peut pas les avoir. Donc, je crois qu'il n'y a pas grand-chose de pire pour nos fêtes qu'une pandémie de ce type-là qui nous oblige tous à nous replier, à nous cloisonner chez nous. Et c'est vrai que nos musées, à Ath, par exemple, la Maison des Géants, voilà, c'est des espèces de petites bulles. J'entendais le terme de dose que disait Clémence, il y a un côté un peu addiction. Ben voilà, nous, on peut fournir une petite réponse à cette addiction au folklore et à la fête. Pas plus tard que ce week-end, là, j'avais ces gens qui viennent en famille, puisque la bulle, elle est familiale. On a des grands-parents qui viennent avec les petits-enfants et ils viennent chercher le son, ils viennent chercher la musique, ils viennent chercher des souvenirs. Voilà, on voit de l'émotion dans les yeux et ça, nous, on peut leur offrir un tout petit peu en attendant que les beaux jours reviennent. Mais on sent une population qui est très, très demandeuse sur des choses qui peuvent apparaître aussi comme étant des éléments peu importants. Mais par exemple, l'été dernier, on nous a vraiment sollicité pour avoir des masques de protection à l'effigie des géants. On se promenait à Ath et je sais que c'est la même chose à Binche et à Mons. Vous voyez des gens qui portaient leur masque de protection à l'effigie de leurs géants. Alors vous aviez des fanas du cheval bayard, enfin voilà, il fallait montrer entre guillemets qu'à sa manière, avec des conditions très compliquées, on pouvait partager ce côté immatériel que sont nos fêtes. Mais il faut dire aussi que ce qu'il y a de plus beau dans l'existence et de plus touchant, généralement, ce sont des détails. Ce sont des petites choses. C'est pas nécessairement les grandes idées et la défense des grands principes. Et donc, on touche là à quelque chose qui est très important, qui a été évoqué, de l'ordre de la transmission familiale, du partage entre soi de choses que l'on aime, de moments que l'on attend avec impatience d'année en année. Et c'est ça qui fait notre valeur, non pas d'homme, mais d'humain. Alors, je vais peut-être me tourner aussi pour Mons, voir un peu à Mons. Je pense que vous avez un peu ressenti les choses de la même manière. C'est un cycle et donc la Ducasse de l'année passée n'est pas arrivée. Le délai était très court, puisque nous on était sur le mois de mai, on venait d'apprendre quelque part que le Covid était là. Donc au niveau du musée, on avait déjà beaucoup de technologie, mais par contre on a créé avec les collègues du Luçon une évocation
qui n'était pas évidemment le combat, mais qui permettait quand même voilà, de communiquer sur ce qui se passait et cette drôle de période. Et cette évocation s'est faite symboliquement devant le musée avec les objets qui sont conservés toute l'année au musée. Et puis malheureusement ici, on arrive à la seconde année où on n'aura pas de doudou, donc on prévoit d'autres choses, je ne peux évidemment pas tout dévoiler, mais ce qui m'a fort marqué l'année passée, c'est qu'on a reçu des centaines de lettres au Dragon, des enfants, mais aussi des adultes qui nous ont envoyé ça au musée du doudou. Et donc ce qui était vraiment touchant, il faut le dire, c'est que finalement, même si ce patrimoine ne se jouait pas, eh bien, d'une certaine manière, il était plus vivant que jamais, au travers notamment des murs du musée qui pouvaient quand même présenter certaines choses. Mais voilà, c'est la place aussi du musée d'être dans la transmission, de donner les clés de lecture toute l'année de ces patrimoines. Et donc, voilà, évidemment, on verra le retour des Montois et des non-Montois au musée cette année plus que jamais encore. Alors, il y a un côté par rapport au musée qui est tout de même un peu paradoxal. Bon, un musée, alors je sais que le musée moderne est plus interactif, dynamique et qu'on a fait des gros efforts en termes de présentation des objets, des pièces dans les musées. Mais un musée, généralement, fige la tradition. Or, quand je vous entends, j'ai pas du tout l'impression que vos traditions sont figées. Hein, quand vous vous animez tous, c'est assez étonnant, vous vous en rendez pas compte. Hein. Vous vous animez quand vous parlez de votre propre tradition et on voit bien que c'est pas juste pour une minute parler de façon un peu attractive, dont on sent qu'il y a une vie là derrière. Alors, est-ce que le musée, c'est la question qui fâche un petit peu aussi, c'est pas l'opposé de la tradition? Mais si je peux me permettre de répondre, pour moi, non, un musée, justement, est un élément dynamique. C'est-à-dire que par sa cellule scientifique et les conservateurs qui y travaillent et les scientifiques qui pensent et qui collectent les pièces, évidemment, le type de patrimoine qu'on collecte dans un musée d'ethnologie ou un musée du patrimoine immatériel est compliqué. C'est-à-dire qu'on collecte du matériel tangible, matériel, et qu'on va représenter une réalité intangible qui est derrière. Et donc, on doit trouver des astuces pour faire comprendre cette réalité. Et je pense que justement, ces astuces qui accompagnent les objets peuvent permettre de faire part de cette réalité dynamique et évolutive. Et donc, le musée se positionne non pas comme un observateur de la réalité figée au moment passé, mais un observateur de la réalité qui évolue. Et donc, c'est-à-dire, par exemple, les groupes de femmes, les ladies qui sont apparues à Binche en 2017, qui ont demandé d'être déguisées, on les a intégrées dans le musée à l'époque et on a demandé un costume. Les marins aussi qui sont revenus en 2018, on a cherché à acquérir leur costume et à l'intégrer tout de suite au musée comme une des nouveautés. Et donc ça, c'est une manière, je pense qu'il y a plein de manières différentes en fait de faire vivre cette tradition et de ne pas la figer dans un moment donné. Et c'est grâce à la perspicacité d'esprit, je dirais, des gens qui y travaillent, qui peuvent continuer à le faire évoluer. Madame Mathieu est l'héritière d'une tradition de directeur conservateur, et c'est la deuxième dame, hein, j'en ai 4 en tête, mais le musée est tout le contraire de figer la tradition. L'histoire de ce musée à Binche, il est créé par Samuel Glotz. Samuel Glotz qui rompt avec l'histoire du carnaval de Binche, qui voulait que le Gilles vienne des Incas. Et Samuel Glotz, scientifique, professeur d'histoire, a développé une autre théorie, une théorie scientifique. C'est très dangereux. Il a dû être protégé par la police. Il a été attaqué. Il a été menacé de mort lors de conférences à Charleroi, à Binche. La police devait le protéger, sachez-le. Et ça a duré très longtemps. Mais dans le cadre de la pandémie que nous vivons aujourd'hui, il est bon aussi d'avoir une source scientifique, que la science nous dise la réalité des choses. Parce que vous savez, le folklore appelle à l'imaginaire, appelle à l'enthousiasme, comme vous dites, mais la pandémie aussi, nous pouvons chacun avoir nos idées de comment la vivre, comment la combattre, comment en sortir. Mais ici, il n'y a pas cela. Il y a ce socle scientifique qui nous explique aussi qu'on n'a pas toujours lancé des oranges à Binche, qu'on n'a pas toujours porté des plumes d'autruche à Binche, et que donc, de tout temps, le folklore a évolué. Je vous ai parlé de Samuel Glotz. Après Samuel Glotz, il y a eu M. Michel Révelard, qui un jour m'a dit « Laurent, une tradition qui n'évolue pas, c'est une tradition qui meurt.
Parce qu'on ne peut pas rester figé au siècle passé, un peu comme pour les maisons, on ne va plus faire des huttes, on fait bien d'autres maisons bien plus solides. Eh bien, le carnaval de Binche, comme les autres folklores, évolue en fonction de la société, qui peut imaginer qu'on lançait des oranges il y a 2 siècles de cela, c'est évidemment impensable, impossible. Et donc, le musée explique cette évolution de la tradition et le transmet aussi. Clémence, vous parliez ici des musiciens. On vient ici pour perpétuer la tradition. Il n'y a plus le même jouage de tambour. Et donc, on explique pourquoi on ne joue plus de la même manière. Et donc, on explique l'histoire du jouage et on permet à celui-ci d'évoluer parce que la technique des pots de tambour a évolué tout simplement. Alors, je suppose qu'à Mons, quand vous l'avez évoqué, c'est un philosophe qui a relancé finalement la tradition. Et au fond, on est chaque fois dans une sorte de processus de relecture. Alors moi, comme c'est un peu ma spécialité, tout d'un coup, je mets un autre chapeau qui n'est pas avec des plumes d'autruche, mais il y a quelque chose de religieux là-dedans. On parle d'une certaine sacralité. Dans l'idée de relecture. Sacralité, entre guillemets, qui d'ailleurs est reconnue, en tout cas dans le cadre de la candidature UNESCO, mais sur plusieurs patrimoines, qui est finalement cette ferveur populaire, cette sacralité que l'on peut avoir autour de différents éléments du patrimoine immatériel. Donc oui, c'est sans cesse, en fait, c'est ce que vous disiez, sans cesse en renouvellement. Et donc le musée, bien forcément, va suivre aussi ces nouveautés, des dimensions nouvelles qui évidemment, c'est assez récent, puisque le musée n'est là que depuis 2015, et d'ailleurs, à son arrivée, on parle beaucoup maintenant du musée de Luc, là, mais à son arrivée, le musée du Doudou n'était pas forcément bien perçu. Ce qui est plutôt un bon signe, hein, parce que quand ça dérange, c'est un bon signe. Voilà. Alors, ça veut dire qu'il y a une question qui est posée. Ça crée un questionnement, voilà, auquel il a fallu répondre, avec aussi l'enjeu à la fois de répondre par un parcours au montois, mais aussi au non-montois, en parlant d'une tradition finalement que tout le monde pense connaître. Alors c'est vrai que chez nous, on a pris l'axe aussi, c'est un musée qui est fort dématérialisé, avec des écrans XXL, et ici on a mené des enquêtes au musée, puisqu'on est en train de le renouveler, et on voit que c'est aussi un intérêt finalement de pouvoir exposer un patrimoine immatériel via des écrans. Ça parle aussi au public, et bien sûr nous avons toujours des objets qui sont présentés dans les salles. Alors, on sent des identités très fortes qui sont liées aux villes, qui sont liées aux régions, etc. Bon, on sait aujourd'hui effectivement qu'il y a des grands mouvements de population. Ça a toujours existé, hein, quand on étudie un peu l'histoire, les migrations et les mouvements de population. Il n'y a rien de très nouveau dans tout ça. Au contraire, ce serait peut-être, à mon avis, un peu plus limité aujourd'hui que par le passé. Mais bon, bien, c'est un grand débat. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est mis en place dans les villes pour intégrer les personnes qui arrivent et qui découvrent ces folklores? Je le disais tout à l'heure, j'habite pas très loin d'ici, hein, à 35 minutes. Je dois vous avouer que je suis complètement étranger à la pratique binchoise ou montoise ou attoise du folklore local. Qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un vient s'installer dans une de ces villes, est intéressé évidemment par le lieu où il habite, rencontre des gens qui finalement ont des liens assez forts au travers de ces traditions? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est mis en place peut-être même sur le plan politique, avec un grand P, pour permettre une intégration dans les sociétés carnavalesques, folkloriques, etc. Sur le plan politique, pas. Il y a évidemment les autorités communales, nous accueillons les nouveaux habitants, nous expliquons ce qu'il en est, donc on explique le carnaval. Donc c'est déjà présent. Et oui, vous faites un tour des musées. On explique le carnaval, et à la suite de la réception à l'hôtel de ville, tous les nouveaux habitants sont conviés à venir visiter le musée. Donc sur le plan politique, oui. Oui, voilà. Donc oui. Oui. D'un point de vue folklorique, les habitants, les nouveaux habitants en général, soit ils viennent volontairement à Binche parce qu'ils ont ce souhait de faire le chiffre, de participer au carnaval. Et donc là, dans les statuts de l'ADF, qui est l'Association de défense du folklore, le futur Gilles doit avoir vécu à Binche pendant 5 ans, donc 5 ans d'affilée. Bien sûr, il faut être né à Binche ou alors être considéré comme binchois, ou adopté comme binchois en tant que tel, après 5 ans de vie en rempart. Je crois qu'il y en a qui le font volontairement, je le disais, d'autres vont demander de faire le Gilles après quelques années parce que, in fine, vont vouloir s'intégrer dans la population locale. Et c'est vrai que le carnaval soit plus beau pour justement s'intégrer et appartenir à cette communauté. Je crois que
Le carnaval a un rôle d'intégration extraordinaire. Je prendrai un exemple. Comment présenter à ses parents son nouveau fiancé, sa nouvelle fiancée? Plus d'un Binchois, d'une Binchoise profite du carnaval pour l'inviter pour la première fois. La pièce mythique Sans Binchou l'explique remarquablement. Il faut absolument que vous regardiez cette pièce. Vous aurez vraiment envie de venir au carnaval et de dire, je vais vous y inviter. Vous ne pourrez pas y échapper dès l'année prochaine avec toute l'équipe, vraiment. Ce sera un plaisir de vous accueillir pour que vous puissiez ressentir cela, parce que comme vous le disiez, M. Dubuisson, effectivement, c'est tout ce qu'on ne voit pas qui est exceptionnel. Mais je vous le dis, la fonction intégratrice. Votre prédécesseur, Madame Christelle de Liège, ancienne directrice du musée, expliquait bien cela. On présente sa fiancée, son fiancé, au moment du dimanche gras ou de mariage, parce que là, les parents sont de très bonne humeur et tout passe beaucoup mieux. Mais ce que je vous dis, c'est réel. Mais sur Ath, on est dans des logiques qui sont un peu les mêmes. On a, comme monsieur le bourgmestre l'expliquait, cette cérémonie d'accueil des nouveaux habitants. Ben voilà, on les met dans le bain directement. On vient s'installer à Ath. Autant savoir qu'une fois par année, il y a des personnages un peu étranges de grande taille qui défilent dans les rues. Et puis cette capacité d'intégration également. Je vous ai expliqué qu'en réalité, à côté des géants, il y a un cortège avec un bon millier de figurants. Il y a des fanfares, il y a des musiciens, et là il y a une véritable démarche à un moment pour pouvoir intégrer, je dirais, toutes les franges de la population. Alors, si certains éléments ou certains rôles se transmettent en famille, de père en fils, de mère en fille, pour d'autres, il y a vraiment cette volonté d'ouvrir et de donner à tout le monde sa chance. Donc, il y a même un système d'inscription, on remplit une petite fiche et on dit, moi, je voudrais être sur tel char, ou je voudrais être figurant dans tel groupe, et parfois avec une rotation de quelques années, mais il y a cette volonté de pouvoir faire rentrer et faire participer ceux qui le souhaitent, en sachant aussi qu'être sur le trottoir et frapper dans les mains et participer à la fête, c'est aussi un rôle qui est un rôle essentiel. Donc l'idée, c'est que chacun puisse en tout cas trouver sa place. Alors le temps avance, je me tourne un peu vers vous. Un message peut-être d'espoir au travers de ce que vous connaissez de l'histoire et de la tradition pour la population qui nous écoute? Eh bien, je pense qu'il faut toujours garder espoir que le patrimoine immatériel, on le porte en nous depuis des siècles et des millénaires et qu'il n'a pas fini d'exister, il n'a pas fini de s'arrêter. Et c'est clair que dès que la situation va le permettre, il recommencera avec d'autant plus d'enthousiasme. C'est pas un petit virus qui va vous arrêter, Non, certainement pas. monsieur le député, le bourgmestre. Pouvoir espérer dès l'année prochaine inviter toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui à venir participer au carnaval de Binche pour qu'elles puissent découvrir cette fraternité, cette solidarité, ce plaisir de l'humanité. C'est ça qui est immatériel. D'être ensemble, de vivre un moment exceptionnel ensemble, parce que le Mardi Gras, c'est un jour, et ce qui est éphémère a évidemment beaucoup de valeur. C'est éphémère, nous le retrouvons tous les ans. Nous sommes inquiets, nous ne l'avons pas fait. Nous voulons absolument le faire l'année prochaine. Et donc, c'est que nous soyons les plus nombreux possibles pour le célébrer à nouveau de la meilleure manière possible. Avec des vrais masques. Oui. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous étions plus qu'honorés d'être en direct du Musée international du carnaval et du masque ici à Binche. Cette année-ci, une année pas comme les autres, où le carnaval, les autres grandes traditions de la région n'ont pas eu lieu, mais l'année prochaine déjà, le rendez-vous est pris. Entre-temps, c'est la vocation de la pensée, les hommes de la pensée et l'humain, d'apprendre, de se cultiver, de comprendre. Parole de Gilles, un livre magnifique qui nous permettra peut-être les uns et les autres de nous préparer l'année prochaine, une fois de plus, à écouter les Gilles, donnons-leur le dernier mot, puisque nous sommes dans leur ville à Binche, réveiller la terre pour annoncer le printemps. À bientôt.